Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Michel Brasseau, directeur de la scientifique et directeur de l'innovation et des partenaires stratégiques également. Et puis, je fais bienvenue du poste de réunion du conseil scientifique. Alors, le conseil scientifique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme sous-étatique qui a pour vocation aussi d'organiser régulièrement des cycles de conférences où on en fait 4 par an. À votre destination et en destination plus large du marché pour traiter un certain nombre de sujets transversaux. Donc, ça peut être des sujets sur les métiers immobiliers. Là, c'est sur un segment particulier. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler du marché locatif ou du logement, sachant que le conseil scientifique a une particularité de mêler des universitaires, des chercheurs régulièrement des politiques et des professionnels donc, qui interviennent pour présenter effectivement et présenter les différentes facettes du sujet. Donc, la règle, c'est un quart d'heure de présentation, 5 minutes de questions. Donc, 5 minutes de questions, ce sera à vous. Et moi, j'interviens uniquement maintenant pour monsieur Loyal et pour dire, bon, les temps terminés ou les questions, voilà, elle n'était pas de telle voix. Parfait. Alors, moi, j'ai mes petites notes parce que sinon, j'oublie la moitié des choses que j'ai à vous dire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On va faire le choix volontairement de partir de micro. C'est-à-dire que normalement, nos voix doivent être suffisamment portées jusqu'au fond. Si ça ne l'est pas, il faut qu'il y en ait pas. Et à ce moment-là, on se doit de vous dire qu'il faut respecter le temps de parole et surtout les intervenants qui vont venir tout au long de l'après-midi et donc d'éviter de faire du bruit pour les écouter. Moi, je suis ravi je suis enseignant ici, je connais le campus. Vous aurez peut-être la chance de m'avoir l'année prochaine, puisque je m'occupe des maths sur la promotion et notamment pour le financement des opérations de promotion. Donc, là, vous serez peut-être familier au second semestre. Et je suis ravi de vous faire cette conférence avec Jean-Michel, qui est donc directeur du conseil scientifique. On va avoir une conférence qui est consacrée au marché immobilier locatif, spécialement en France. C'est un secteur que vous serez amené à côtoyer, que vous côtoyez déjà. Et je vous souhaite surtout d'arriver à le transformer. Évidemment, on compte sur vous pour aider l'évolution. C'est un marché central pour notre économie, on sait tous, et surtout dans la vie quotidienne de millions de Français. Nous allons aborder avec nos invités qui sont des intervenants experts et professionnels plusieurs thématiques. On va avoir une présentation du marché locatif, on va avoir également une comparaison et surtout une comparaison entre le marché locatif et la location courte durée type Airbnb, qui est très tendance en ce moment, la performance énergétique, les interventions de l'État et la qualité de navigation du secteur. Avant d'entrer dans le détail, j'ai quelques chiffres à vous donner. On estime le marché locatif français à environ 11 millions de logements. Sur ces 11 millions, près de 7 millions relèvent du secteur privé. Donc, faites la comparaison, l'autre, c'est évidemment le social. 90% des bailleurs sont des particuliers. Souvent, ce sont des ménages modestes ou classe moyenne qui investissent pour compléter leur avenir. Et très souvent, ils le font dans un secteur qui est très proche de leur domicile et de leur résidence principale. Donc, on est très loin de l'image du bailleur, le nanti, qui a une multitude de propriétés et qui est stigmatisé régulièrement dans les médias et le débat public. On sait également qu'au niveau de l'enjeu économique, ça représente environ, alors ce sont des estimations, 40 milliards d'euros de revenus encaissés par les loyers, sans compter tous les métiers annexes que ça génère, que ce soit le syndic, évidemment, la gestion de la transaction et les artisans qui peuvent intervenir pour ces logements. Compte tenu des tensions sur le logement, on sait que son rôle ne fait que s'accroître dans le débat public, que ce soit autour de la fiscalité, évidemment, ça évolue régulièrement, la rénovation énergétique et la régulation des loyers. C'est un marché en pleine mutation, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a plein de transformations à faire. On a une baisse de la rentabilité nette,
de facto exclut certains investisseurs institutionnels. On a l'encadrement des loyers, on a une pression fiscale, on a des obligations environnementales croissantes. On a tous en tête le DPE, qui va devenir des passoires énergétiques et thermiques. Les taux d'intérêt élevés qui freinent l'investissement et en parallèle une demande locative taux, notamment dans les métropoles et les villes moyennes, Bordeaux étant un nul laboratoire. Alors, quel rôle pour ces bailleurs demain? Quel levier pour les inciter à rester sur le marché, à rénover leur parc? Quelle est l'attente autour d'un potentiel statut du bailleur privé? J'espère qu'on abordera ce sujet, vous avez déjà entendu ces recherches. Comment loger les jeunes actifs dans les zones tendues et touristiques, surtout comment concilier enjeux économiques, sociaux, environnementaux, dans un contexte qu'on sait très confus. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne conférence. Je serai le premier à poser des questions si j'ai besoin d'approfondissement et que ça passe à nos intervenants. Merci. Merci Stéphane. Donc, premier intervenant, donc Pierre Otus, qui est directeur général de Pluriance et de Clameur. Alors, Pluriance, c'est pour ceux qui ne le savent pas, regroupe simplement les principaux acteurs du secteur. C'est une association. Ce n'est pas une fédération professionnelle, mais ce sont les principaux gestionnaires français et accessoirement, évidemment, comme souvent, également le fonds de location. Par ailleurs, Clameur, je crois que vous connaissez tous, c'est évidemment la préférence en matière de chiffres. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. Superbe, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre invitation et pour votre accueil. Donc effectivement, je viens là au titre de Clameur, que j'ai la chance de représenter. En deux mots, Clameur, ça existe depuis plus de 25 ans, ça s'appelait même Snoopy avant. Ça observe les baux qui sont réellement signés, donc c'est bien les informations qui remontent des administrateurs de biens et d'un certain nombre de bailleurs individuels, des baux signés, et donc ça ne s'intéresse pas spécifiquement au marché des annonces. Nous ne sommes pas un scrapeur d'annonces. D'abord, peut-être un petit point méthodologique sur les marchés locatifs, de la manière dont nous les observons. Donc on peut avancer sur la présentation. J'ai pas nécessairement la main. Je laisse Franck opérer. Nous observons, nous surtout, dans nos calculs, nous faisons des médianes sur 4 trimestres glissants et souvent qu'on compare à 4 trimestres glissants d'une année sur l'autre, mais ça peut être parfois glissant entre 2 années pour un certain nombre d'analyses. On annualise évidemment les loyers et nous pouvons faire des moyennes pondérées par des volumes de 4 trimestres comparés avec la moyenne pondérée de volume de 4 trimestres précédents. C'est pour ça que parfois on est un petit peu en décalage en fonction des dates auxquelles nous publions nos études. Slide suivante, nous pouvons observer, nous, ce qu'on appelle des indices de loyer répétés. Ça consiste à calculer en fait la variation de loyer à la signature pour 2 baux consécutifs d'un même bien. C'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui, techniquement, de pouvoir suivre la vie d'un bail lié à un lot, et donc c'est ce qu'on appelle un indice de loyer répété. Et donc on n'est pas sur une annonce qui est plus variable et plus anonymisée. Et donc cet indice est beaucoup plus robuste et moins volatile que les loyers médians, puisqu'on a bien un fil qui relie toutes nos observations entre les lots et les baux. On observe aussi évidemment la vacance locative, qui est en fait le temps de relocation entre 2 lots, avec un petit bémol, ou en tout cas une indication importante, c'est que nous observons la vacance locative des baux et des lots effectivement reloués. Donc c'est très difficile de suivre la vie d'un lot qui n'est jamais reloué ou qui met plusieurs années à être reloué, notamment dans les zones très détendues ou un lot qui sort du parc définitivement, ou bien qui part dans le diffus et dont dans le diffus un propriétaire individuel dont on n'a pas forcément le relevé.
On observe évidemment aussi le taux de rotation, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que c'est, j'imagine, qui est aux alentours de 20-25%, qui permet de mesurer la mobilité dans le parc. Et puis on s'essaie à calculer un certain nombre de rendements locatifs, mais qui sont bruts, évidemment, puisque la fiscalité est propre à chacun et les situations sont très différentes. Mais en tout cas, c'est un indicateur et l'important, c'est de conserver toujours le même indicateur. Euh, Si on poursuit dans la présentation, donc les loyers de marché, donc les loyers qui sont effectivement en place au moment où on fait nos études, des baux qui sont signés et non des baux qui sont terminés, on voit une évolution sur 2 ans qui est assez basse au niveau national, une évolution raisonnable qui est loin de l'IRL. Bien en deçà de l'IRL, que ce soit pour les 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, ou l'ensemble des appartements. L'information principale, et je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'effectivement, les loyers au global augmentent moins rapidement que l'IRL. Slide suivante. Si on regarde sur 10 ans, eh ben, on peut faire la même analyse par rapport à l'IRL. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est qu'on voit que les loyers des meublés, des logements meublés, il s'agit bien ici, puisque ça va être notre sujet suivant, je crois, sur le meublé touristique, il s'agit bien ici des meublés de longue durée qui s'intéressent aux personnes en mobilité, qui s'intéressent aussi aux étudiants. Et donc, ce sont des baux de longue durée, de minimum 9 mois, qui sont observés. On observe un décrochage de la location non meublée par rapport à la location meublée dans l'évolution des loyers. Et donc, effectivement, ces loyers qui sont présents davantage dans les métropoles permettent, sur le meublé, de conserver une rentabilité un rendement qui est acceptable et puis qui répond à une très forte demande. Et donc, le marché de l'offre et de la demande se faisant, la demande étant très forte aussi sur le meublé, sur les logements souvent de plus petite surface, les 1 pièce, 2 pièces, studio, et bien, on a des loyers qui, au global, sur un indice 100, augmentent plus rapidement que le non meublé, mais toujours de manière inférieure à l'IRL. Slide suivante. Donc là, on s'essaie à faire des prix de rendement locatif brut. Alors, c'est toujours très compliqué à réaliser au global, mais l'important, ce que je disais tout à l'heure, c'est de regarder, de regarder l'évolution. Et donc, quand on compare les prix et les loyers, bah, on voit que les prix ont fortement augmenté, notamment à partir de 2018, avec la période des taux bas qu'on a tous connus et dont on espère, en tant que gestionnaire, investisseur, monde de l'immobilier, retrouver dans des taux assez acceptables dans les prochains mois, les prochaines années, autour de 2 ou en dessous de 2%. Mais on voit un décrochage là, en tout cas, entre les prix et les loyers. Et donc un immobilier dont les prix augmentent toujours, mais des loyers qui sont tassés, qui augmentent, mais beaucoup moins rapidement et qui viennent donc éroder très largement le rendement locatif brut. Il manque peut-être une courbe sur ce graphique, c'est l'explosion aussi de la fiscalité, qu'elle soit sur les loyers encaissés ou sur les impôts fonciers, les impôts locaux qui sont payés par les investisseurs, les propriétaires bailleurs. Slide suivante. Donc sur la vacance locative, il y a une chose à retenir, enfin, 2 choses à retenir sur cette slide, c'est que la vacance diminue, donc la durée des baux augmente, les gens restent plus longtemps, et surtout, lorsqu'un bien se retrouve sur le marché, eh bien, il trouve preneur beaucoup plus rapidement depuis au moins 2015, si on suit la courbe, avec une information assez étonnante, en tout cas qui méritera d'être confirmée en 2025. C'est qu'il y a une légère remontée de la vacance locative depuis sur l'année 2024 jusqu'à fin 2023-2024. Et donc, ce sera à confirmer en 2025 pour voir si ce n'est qu'un soubresaut ou si c'est vraiment une tendance structurelle. Slide suivante. Si on observe au niveau départemental, donc là on peut dérouler sur les loyers de marché toujours évidemment, quand on regarde les cartes, eh bien on voit immédiatement les différents contrastes. Alors on peut s'essayer à
tirer des diagonales du vide. Alors, il y en a des diagonales maintenant un peu en zigzag en fonction des départements. Et donc, on a évidemment l'Île-de-France, la région des Alpes-Maritimes qui sont dans des montants de loyer les plus élevés. Et puis, dans les lanternes rouges, hors d'Île-de-France, il y a la Creuse, l'Indre et les Ardennes, où là, on est vraiment sur des prix au mètre carré qui frisent parfois les prix du parc social, voire dans certains cas vont en dessous. Et donc, on a un écart entre les minimums et les maximums de l'ordre de 2 en Île-de-France, mais pour l'ensemble de la France, l'écart type est plutôt de 4, avec des loyers qui se tiennent plutôt en hausse. On le verra dans la slide d'après, si je ne dis pas de bêtises, si on peut passer. Sur l'ouest de la France, slide suivante, s'il vous plaît. Suivante encore. Alors, c'est les variations sur un an. Bon. Et donc, sur l'ouest de la France, en tout cas, des loyers qui sont en augmentation. Sur les variations de loyers, de loyers de marché, sur l'ensemble des appartements dans les départements, on a des variations de loyers qui sont entre -5 et +5%, avec des départements notables comme la Marne, puisque on est dans les maximums, et des départements qui sont un peu plus en deçà. Et on retrouve par exemple les Ardennes, si on reste toujours dans la région Champagne-Ardenne, mais si l'Indre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on peut avancer là-dessus, c'est pas le slide suivante. Voilà, donc là on a les plus et les moins. Sur 5 ans, effectivement, la variation des loyers, là encore, alors là on les a sur 10 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi le truc s'écrit 5 ans avant, mais en tout cas sur 10 ans, on a encore effectivement les variations minimum et les variations maximum. On a des loyers qui baissent dans un certain nombre de départements comme Lyon, l'Orne et la Manche, avec des augmentations assez fortes dans le Cher, dans les Charentes ou dans l'Ain. Et donc, il y a quelques départements qui ont vraiment vu des progressions assez fulgurantes. Et on retrouve souvent, par exemple, l'exemple de Brest ces dernières années, dont l'attrait et la demande a considérablement augmenté, avec une offre qui tente d'y répondre, mais qui fait augmenter les loyers. Alors, on est sur des pourcentages d'augmentation. Brest partant, par exemple, d'assez bas, c'est pas non plus les loyers parisiens ou les loyers de Nice, évidemment, mais on note quand même une augmentation assez intéressante d'une évolution d'un marché de la ville de Brest et de sa métropole. Donc là, on peut avancer aussi. On peut avancer. Voilà, sur les rendements locatifs, je ne vais pas approfondir plus que ça, parce que je trouve toujours que les rendements locatifs, c'est toujours un peu biaisé, notamment, et là on le voit très bien sur cette carte, si vous voyez les départements du centre de la France, ou l'Aisne et les Ardennes par exemple, là, on voit très bien ces départements qui sont en bleu, qui nous donnent des rendements autour de 10%, qui font rêver plus d'un investisseur. Alors déjà, c'est du 10% brut, évidemment, de toute fiscalité, mais surtout, il faut absolument tenir compte dans ce type de département de la vacance locative, du temps de remise en commercialisation, en location des biens. Et ce rendement théorique, évidemment, ne tient pas compte des mois pendant lesquels vous ne louez pas entre deux locations, voire tous les ans si vous êtes dans une ville un petit peu universitaire, où vous louez difficilement entre le mois de juin et le mois de septembre pour l'été, pour les étudiants. On peut avancer aussi là-dessus. Encore, voilà. Alors, la vacance locative, donc on le voyait, la vacance locative est en chute drastique pour tous les lots et les baux qui sont reloués, avec un petit regain ces derniers mois, sur une vacance qui réaugmente, mais qui est vraiment très très faible. Sont en cause évidemment une attrition du parc, une durée des baux beaucoup plus longue, qui s'est accentuée d'ailleurs depuis le Covid. Les gens déménagent moins, bougent moins pour plein de raisons. Et donc la durée des baux s'allonge, et donc sur le marché, il y a moins de logements à disposition. Et donc le taux de rotation du parc a tendance à baisser, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'accès au logement par ailleurs. On note notamment, je crois, dans la slide suivante,
que Paris semble ne plus être un marché particulièrement rapide, avec une tension locative très forte, parce que la durée de mise en location s'allonge quelque peu depuis un an. Et donc, sont en question deux paramètres. Les travaux qui sont à réaliser dans un territoire, Paris et l'Île-de-France, où il y a beaucoup de passoires thermiques. Donc, le temps de réaliser les travaux entre deux locataires, qui est le moment toujours privilégié par les investisseurs, par les bailleurs, et donc les administrateurs de biens, évidemment, qui sont en rôle de conseil, eh bien, vient allonger quelque peu, ça se compte en jours, hein, évidemment, la durée des remises en location entre deux locataires. Donc ça, c'est un phénomène qui va falloir observer de manière plus attentive dans les mois et les années qui viennent, pour voir comment ce marché évolue. C'est un marché aussi sur lequel l'éviction du parc locatif traditionnel, on va l'appeler comme ça, de longue durée, est assez grande, c'est-à-dire qu'il y a toujours de moins en moins de baux disponibles, de lots qui sont disponibles à la location dans le parc privé à Paris, soit pour des raisons d'arrêt de mise en location, soit vers d'autres types de location, ou de nouveaux investisseurs aussi, qui achètent simplement comme réserve capitalistique des biens qui ne sont pas utilisés ou très peu utilisés, qui sont en tout cas pas mis sur le marché. Et donc un bien précédemment loué disparaît du parc. Donc cela joue très fortement sur la rotation. On peut avancer ensuite, donc là, bon, on peut continuer aussi, c'est ce que je viens de dire. Je souhaitais faire un petit focus avec vous sur Bordeaux, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez, en tout cas ceux qui sont dans la salle, à Bordeaux. Donc c'est un marché que vous connaissez bien, et deux aspects sur le marché de Bordeaux, les loyers de marché, et puis ensuite nous verrons l'encadrement des loyers et la comparaison des deux, depuis qu'il y a l'encadrement des loyers dans cette ville, dans cette métropole, dans certains territoires de cette métropole. Donc les loyers de marché sur 5 ans, bah, on est sur des niveaux un peu comme au niveau national, hein. On a les une pièce et les deux pièces qui évoluent, donc enfin, les montants de loyer au mètre carré qui évoluent plus rapidement sur les petites surfaces, mais toujours de manière très modérée, en dessous de l'IRL, l'indice de relèvement des loyers, au global, que ce soit sur les maisons, les une pièce. Peut-être quand même à noter sur 5 ans une augmentation des prix des maisons à la location qui, elle, est très légèrement supérieure à l'IRL. Ceci de mémoire, si on refait le calcul de l'évolution de l'IRL sur ces 5 années, on est aux alentours de 7%. Et donc là, on est à 8,71%, avec un reflux sur la dernière année qui est une baisse de 1,36%. Donc voilà, sur des analyses de ce type sur 5 ans. Ensuite, si on passe à la slide suivante, donc là on était sur la métropole, et si on passe au centre-ville, enfin la ville-centre plutôt, pas centre-ville, mais la ville-centre, donc hors commune métropolitaine, on a un peu la même évolution des loyers. Et si on continue après, slide suivante, si on observe les loyers de marché de la ville, alors là on a peut-être passé 2 slides, non? Bordeaux. Si on remonte un peu, ou c'est la suivante? Non, c'est la suivante. Alors, avançons. Voilà, c'est là que je voulais en venir, l'encadrement des loyers à Bordeaux. Euh, on a des loyers qui suivent un gradient décroissant entre le centre et la périphérie. Donc ça, évidemment, c'est assez classique du système métropolitain et de ville, évidemment. L'hypercentre, souvent. Alors, il y a des exceptions, hein, de villes. Je pense à Mulhouse, par exemple, où les loyers en hypercentre sont moins élevés qu'en périphérie, mais en tout cas sur les grandes métropoles comme Bordeaux, on a vraiment un gradient décroissant. On part du centre, et puis plus on s'éloigne des grands centres, et plus les prix diminuent. Et donc là, on voit des évolutions entre 14 et 16,50 € du mètre carré hors charge. Et là, on observe par iris. Donc chaque zone qui est définie sur cette carte correspond à un iris, et l'iris, c'est la plus petite entité relevée par l'INSEE, qui correspond à un certain nombre de quantités de logements. Si on le compare à la slide suivante avec
voilà. Alors, si on, là, on peut remonter d'une slide pour voir les loyers encadrés. Voilà. Donc ça, là, ce sont les loyers de marché qui sont constatés avec les loyers de référence de l'encadrement des loyers. Et donc, si on passe à la slide suivante, on peut voir la différence qu'il y a entre le loyer de marché tel que constaté par rapport au loyer de référence majoré défini maintenant il y a, je crois, 2 ans, lorsque l'encadrement des loyers a été mis en place à Bordeaux. Eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même des différences et on peut s'interroger du coup sur euh, sur le caractère d'encadrement des loyers ou plutôt de fixation administrative de loyer, parce que bien souvent, on se rend compte que dans les villes encadrées, et c'est le cas de Bordeaux, eh bien, le loyer de référence majoré en fait correspond au loyer de marché quand il n'est pas raboté. Et donc là, on voit que la définition, les différences peuvent aller jusqu'à 10%, hein, ça varie sur 20 points. Et donc là, on a des loyers de référence majorés très sous-estimés en périphérie et surestimés au centre-ville. Et donc, ça interroge quand même sur la manière dont sont définis ces loyers de référence par la préfecture locale en coordination avec les observatoires locaux de loyer. Et ce qui nous interroge aussi, nous, à Clameur, puisque c'est nous qui fournissons la donnée. Et donc, on a du mal parfois à comprendre comment cette donnée est exploitée. Nous collectons chez Clameur 1 million de baux chaque année que nous renvoyons dans les observatoires locaux de loyer pour qu'ils puissent produire leurs analyses. Nous avons du mal parfois à comprendre non pas les analyses faites par les observatoires locaux de loyer, qui ne sont pas du tout en cause, mais les interprétations qui en sont faites localement par les préfectures. Si on avance, bon là c'est un peu de littérature économique pour ceux qui sont intéressés, et donc qui indique qu'encadrer une partie seulement d'une zone géographique entraîne évidemment des effets d'augmentation de loyer sur les zones limitrophes. Donc ça a été démontré par plusieurs économistes, dont ceux qui sont cités, là les trois, Anne, Mensey et Sims. Et donc effectivement, il y a des effets de bord quand on passe d'une rue à l'autre. Et ça, on l'a beaucoup observé, notamment à Paris, avec l'encadrement des loyers à Paris. Partout où l'encadrement des loyers s'applique et tout autour, eh bien, on voit une sorte de reflux. Et donc, la périphérie a vu ses loyers augmenter mécaniquement par la simple mise en place d'un encadrement des loyers. Donc, quand on vient tripatouiller un peu le marché, eh bien, souvent, on se rend compte qu'il y a des effets de bord et des effets parfois négatifs au-delà du concept même d'encadrement des loyers et de l'attractivité de ces territoires pour l'investissement locatif de longue durée. Voilà, on peut avancer ensuite. Alors, Grenoble, simplement, je l'ai mis là, mais en fait, il se passe la même chose qu'à Bordeaux en pire. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'encadrement des loyers est presque perlé. Très difficile à comprendre pour les administrateurs de biens qui mettent en location les biens de leurs clients. Très difficile à comprendre aussi pour évidemment les propriétaires. J'imagine aussi pour les locataires qui sont un peu perdus. Et si je peux résumer simplement, pour ne pas m'attarder sur le cas de Grenoble, eh bien, on a un peu l'impression qu'ils ont fait l'inverse exact de ce qu'ils auraient dû faire pour encadrer, et non pas fixer administrativement des loyers, mais encadrer des loyers. Et ça donne une territorialisation et des montants de loyers assez étonnants, voire détonnants. Et donc, on verra ce que ça donne quand cette expérience l'encadrement des loyers sera analysé par des économistes nommés par le gouvernement, qui remettra son rapport aux parlementaires, comment ils vont lire et comprendre ce qui se passe dans la mise en place de l'encadrement des loyers à Grenoble. Voilà. On peut avancer. Slide suivant. Donc là, on peut avancer, hein. Je ne m'attarde pas sur Grenoble, parce que vous êtes un peu moins concerné que Bordeaux, mais là, on voit vraiment il y a des ruptures spatiales très, très, très complexes et très, très difficiles à comprendre et des quartiers qui sont encadrés avec des montants de loyer très opposés à ce qu'il aurait dû être fait par rapport au loyer de marché réellement constaté. Donc, on peut avancer, on peut avancer, on peut avancer aussi. Voilà, simplement sur les DPE, la territorialisation des DPE F et G, si on avance aussi, et je conclurai mon propos là-dessus, on peut avancer encore.
Ce qui est important de constater, on peut avancer encore sur la suivante. Encore. Oui. Voilà. Alors, information importante, Clameur possède 1 million de baux, mais 1 million de baux intermédiaires. On a une petite part, on a 100 000 baux qui sont remontés par des bailleurs individuels, mais du coup, on est très intermédiaire, donc il y a un biais de ce côté-là, il faut le noter, et puis nous sommes très métropolitains. D'ailleurs, si vous êtes un jour, puisque je crois que vous êtes tous étudiants hein, ici en ligne et à Bordeaux, dans l'est de la France, là, vous voyez les petites cases grises, c'est parce qu'on manque de données, donc là, on les ressort pas, on les occulte nécessairement. Donc, si un jour vous êtes administrateur de biens dans ce coin-là, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous remonter vos données. J'en profite pour faire un peu de pub. On peut descendre ensuite pour avoir quelques chiffres encore. Voilà. Ici, en fait, quand on regarde la part des E, F et G dans les baux en cours, il y en a 25%. Donc, il y a un quart du parc qui est concerné par ces mesures de décence énergétique et donc d'interdiction de mise en location ou de travaux, évidemment, à réaliser. Donc, on voit l'ampleur du sujet. Et quand on fait un focus sur Paris, qui est quand même une zone extrêmement tendue, qui a besoin d'offres locatives, ben on se rend compte que 55,52% des logements sont concernés d'ici 2032 par les locations E, F ou G. G, c'est assez faible. F, c'est le gros du panier. Et puis E, ça vous fait vite monter au-dessus des 50%. Donc, quand vous voyez que la moitié du parc peut disparaître, après, ça dépend si on arrive ou pas à combler les travaux à réaliser, eh bien, on peut faire disparaître la moitié du parc. Alors, il y a un effet évidemment sur la politique du logement, l'accès au logement et puis le nombre de logements disponibles sur le marché. Il y a un effet aussi très très important sur le portefeuille des administrateurs de biens qui peut fondre comme neige au soleil. Imaginez un administrateur de biens qui se voit perdre la moitié de son parc en 7 ans, de 2025 à 2032, ou c'est 2034, je ne sais plus, parce qu'il y a les normes européennes et les normes françaises qui se percutent, eh bien, c'est quand même colossal. Et donc, le défi à relever est quand même fondamental. Il est à la fois une opportunité d'accompagnement sur les travaux, notamment dans le monde de la copropriété, pour ceux qui sont intéressés par le monde de la copro, des immeubles à rénover, à décarboner, mais quand même, il y a un impact tout simplement pour loger les gens. Et donc là, on est vraiment sur une équation très complexe pour les politiques publiques, pour les administrateurs de biens, pour les communes, les collectivités territoriales, et puis pour les propriétaires de ces logements qui se retrouvent avec des pertes de revenus. J'entendais tout à l'heure que les bailleurs n'étaient pas des gens très riches et qu'on sortait un peu du mythe. Effectivement, les bailleurs, ce ne sont pas des pétroliers et donc ils ont besoin de ces revenus, soit pour subvenir à leurs charges et rembourser un emprunt dans leur investissement de capitalisation, soit en complément de retraite au moment venu. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, il y a le détail. Donc, un bail sur 2 correspond à un logement à un DPE inférieur à E. Un bail sur 10 en cours correspond à un logement d'un DPE G. Donc c'est quand même 1/10 des baux G qui sont déjà concernés depuis le 1er janvier de cette année. Merci beaucoup, Ah oui. Pierre. Merci beaucoup. Eh ben oui, très bien. Merci. Donc, des questions dans la salle. Maintenant, c'est à vous. Inès, Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Inès Troget, chercheuse. un peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Inès Troget, enseignante chercheuse à l'ESPI en économie à Paris. Et j'accompagne M. Mongeau dans l'organisation de ces conférences scientifiques. Donc, une question. Merci tout d'abord, M. Pierre, pour votre excellente présentation sur l'état des lieux du marché locatif. La première question, quand vous avez présenté le niveau des loyers, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la carte de toute la France, notamment les loyers sont très élevés, notamment en bleu, très foncé dans la région Île-de-France, Paris, et surtout dans le sud, Marseille, Cannes, Nice. Donc la question, est-ce qu'il y a une corrélation spatiale entre ces régions où les loyers sont très élevés et les régions voisines? Autrement dit, est-ce que le fait qu'à Marseille, il y a des loyers élevés, est-ce que cela peut impacter les villes voisines par une augmentation des loyers, par exemple? Oui,
Alors, pour deux raisons. La première, c'est l'augmentation territoriale des loyers due à la mise en place de l'encadrement des loyers. On le voit dans de nombreuses métropoles. Et puis, il y a des effets de report avec des marchés extrêmement attractifs. Quand vous avez une très forte attractivité, vous citez la ville de Marseille, qui a vu son marché, qui était un marché pendant longtemps, pourtant grande métropole, Marseille, une des premières villes de France, qui était quand même relativement sage, eh bien, on a observé quand même une augmentation assez forte de ces loyers ces 3-4 dernières années, tout en restant tout de même acceptable. On n'est pas dans les niveaux parisiens ou même de Nice, hein, on est encore inférieur. Mais les villes limitrophes se sont vues aussi voir leur loyer par effet de report euh, de niveau de loyer qui augmente. Et en fait, c'est un peu le même phénomène en version moins rapide que l'encadrement des loyers, puisque quand on met en place l'encadrement des loyers, on vient un peu tripatouiller, le terme est assez juste, je trouve, le marché local. Et donc, il y a un effet de report immédiat sur les villes limitrophes. Mais le fait d'avoir un territoire attractif, donc là, c'est le marché qui s'organise petit à petit, progressivement, avec une forte demande qui arrive et une offre qui ne suit pas toujours aussi rapidement que la demande, eh bien, les loyers augmentent. On a vu la même chose sur tous les territoires de l'Ouest, qu'on peut appeler la ruée vers l'Ouest de la France, avec une augmentation des loyers, notamment dans les villes de Bordeaux, de Nantes, La Rochelle, etc., Biarritz, puisqu'il y a eu une forte attractivité de ces territoires, des gens qui veulent de plus en plus arriver sur la côte pour y habiter, s'y installer, et la mise en place du télétravail, l'effet télétravail, même si on peut le relativiser. On a vu la même chose aussi à Brest, avec une demande supérieure à l'offre. Sur une ville, évidemment, qui n'était pas forcément aussi attractive que Rennes, par exemple, qui n'est pas très loin, et donc des marchés qui évoluent comme ça. Il y a un élément aussi important qui joue énormément sur l'augmentation des prix et des loyers sur les communes. Nous avons produit une étude il y a un an et demi, je crois, chez Clameur, démontrant que l'installation des personnes seniors, appelons-les comme ça, sur ces territoires aussi ont eu un impact sur le montant des loyers très fort, parce qu'ils sont venus avec un fort pouvoir d'achat, acheter des biens, et donc ils ont augmenté les prix. Et l'augmentation des prix a eu des conséquences sur l'augmentation des loyers, parce que quand vous achetez un bien, bah, vous estimez votre loyer en fonction du coût d'acquisition pour avoir un rendement raisonnable face à la demande et en regard de l'offre aussi. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour tes interventions. On vous félicite. Donc, Merci à vous. merci infiniment. Et je passe maintenant la parole à Iñaki Echeniz qui vient de se brancher. Donc, je vous laisse faire des essais. Non, c'est ça, monsieur Echeniz. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous aussi? On vous entend très bien également. Parfaitement. Bien, écoutez, merci pour l'invitation. Désolé pour les quelques minutes de retard. J'étais avec une visite de jeunes élèves de CM2 de ma circonscription. Et c'est bon, je suis maintenant tout à fait disponible pour vous parler un petit peu de ces sujets de meublé de tourisme et de logement permanent, et pour répondre à vos questions. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce que je vous fais une présentation synthétique des enjeux, ou voilà, à vous de me dire, je m'adapte. On va allez-y, écoutez, vous nous faites-nous un peu la synthèse. De toute façon, vous avez fait un rapport, donc n'hésitez pas, faites une petite synthèse et présentez la problématique. Très bien. Mais écoutez, moi j'ai été élu en 2022, donc sur la 4e circonscription du Pays Basque, avec un fort enjeu sur la question du logement, et notamment une mobilisation de la part des élus locaux et de la population sur cette difficulté d'accès au logement, et avec une des causes de cette situation était la prolifération extrêmement importante de meublés de tourisme sur le territoire du Pays Basque, mais pas que, aussi en Béarn, et pas uniquement sur la côte, sur le BAB comme on peut l'appeler, mais une augmentation significative qui se diffusait
à l'échelle de l'agglomération Pays Basque, mais aussi du département. Donc, je me suis intéressé à ce sujet qui participe à la crise du logement que traverse notre pays aujourd'hui et qui est multifactorielle. Et loin de moi l'idée de dire que l'arrivée des plateformes et la multiplication de ces pratiques ont causé pour elles seules la crise du logement. Elles y participent, mais ce n'est pas la seule raison de la situation de tension que nous connaissons aujourd'hui, qu'un ancien ministre du Logement a qualifié de bombe sociale. Pour revenir donc à ce sujet de concurrence entre logement permanent et logement touristique, un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'on était sur à peu près 300 000 meublés de tourisme en 2016, puis 800 000 en 2021, et aujourd'hui, on estime à peu près à 1 200 000 meublés de tourisme sur l'ensemble du territoire national. Et ces logements-là ont été des logements qui ont été transformés dans leur vocation, c'était pas forcément du logement qui a été construit pour faire du meublé de tourisme, mais c'était du logement permanent qui a basculé vers du logement de courte durée. Donc, c'est venu déstabiliser un certain nombre de territoires du fait de cette multiplication qui était encouragée par une fiscalité extrêmement avantageuse qui rendait cet investissement locatif encore plus rentable. Et il fallait venir réguler tout ça pour les conséquences que nous connaissons, qui est à la fois la crise du logement, l'accès au logement, la baisse de l'offre de logement disponible, la hausse des loyers des rares logements qui étaient encore disponibles, mais aussi un enjeu pour la vitalité de nos territoires avec des centres-villes et des villages qui étaient en déprise démographique du fait de l'impossibilité pour les habitants permanents de se loger, mais aussi un sujet d'attractivité pour les entreprises à l'heure où le président de la République voulait œuvrer pour la réindustrialisation. On était confronté avec un certain nombre de territoires où il était impossible de loger des salariés et donc avec des usines, avec des projets industriels qui ne pouvaient pas se développer du fait de l'absence d'offres de location. Et on est même arrivé dans un certain nombre de territoires, notamment l'agglomération Pays Basque, avec un plafond de verre de l'offre touristique, de l'industrie touristique, qui est un pan de notre économie, et ça, il ne faut pas le nier, mais qui était elle-même en difficulté pour pouvoir loger ses propres salariés, les saisonniers notamment, et donc qui se retrouvaient à ne plus pouvoir avoir une qualité de service suffisante au vu de l'afflux touristique. Et donc, concrètement, c'était des établissements de restauration ou d'animation qui étaient obligés de fermer plusieurs jours par semaine du fait du défaut du nombre de salariés qui étaient empêchés de venir sur le territoire du fait de l'absence de logements saisonniers ou de logements permanents. Donc, il fallait venir réguler ce secteur-là. Et il y avait aussi un enjeu, notamment de services publics. Je prends régulièrement l'exemple de la vallée d'Aspe dans le Béarn, qui a été un territoire en déprise démographique, en déprise industrielle, et avec des élus locaux qui se sont remobilisés, qui se sont mobilisés pour transformer leur village, pour faire revenir du monde, pour faire vivre les écoles. Et sauf qu'ils ont connu ce même phénomène d'augmentation du nombre de meublés de tourisme, ce qui mettait en difficulté le nombre d'enfants à l'école, donc une fermeture de classe, qui mettait en difficulté le bureau de poste et toute une économie à l'année. Donc il fallait aujourd'hui trouver le point d'équilibre sur la question des meublés de tourisme, non pas en étant sur une logique d'interdiction, mais dans une logique de régulation et d'apporter des outils suffisants aux élus locaux. Donc, j'ai eu l'occasion de porter un texte avec ma collègue Anaïg Lemeur, députée Renaissance du Finistère. Et donc, ça a été l'un des premiers textes transpartisans qui a été adopté, qui a commencé sous la précédente mandature et qui a fini son parcours sous cette mandature-là. Et donc, ça a été l'un des premiers textes transpartisans qui a été adopté avec trois grands chapitres que sont la réglementation, les outils à la main des communes, la fiscalité et le cadre des copropriétés et le cadre réglementaire d'adaptation aux règles communes à la question du logement et la décence énergétique.
peut-être si je développe point par point sur la question de la fiscalité. On était arrivé à un abattement fiscal de 71% jusqu'à 188 000 euros de revenus pour les meublés classés, un abattement de 50% pour les meublés non classés jusqu'à 77 700 euros de revenus, alors que quelqu'un qui loue à l'année n'allait avoir que 30% d'abattement sur 15 000 euros de revenus. Donc, on avait une vraie incitation fiscale de la part des services de l'État à faire de la location touristique. Donc, on se retrouvait avec un avantage fiscal ultra conséquent, mis en parallèle avec des gains encore plus importants, parce qu'on loue toujours plus cher quand on loue au mois ou à la semaine que quand on loue le week-end ou la semaine, que quand on loue au mois sur un bail ordinaire longue durée. Donc, on avait cet appel d'air qui était fait par les politiques fiscales mises en place par le gouvernement et qui ne se justifiait plus aujourd'hui. On a été assez basique dans nos questions au début de nos travaux avec Anaïs Lemer, où on a posé la question de qu'est-ce qui justifiait aujourd'hui, à la fois au vu de la crise du logement, mais aussi de la situation budgétaire de la France, un tel avantage fiscal. Et pour tout vous dire, on n'a toujours pas eu la réponse, ce qui a justifié que nous venions rééquilibrer aujourd'hui cette fiscalité en baissant l'abattement de 71 à 50% pour les meublés classés et de 50% à 30% pour les meublés non classés. Moi, je considère que c'est une première étape et que nous devons poursuivre sur ce sujet fiscal pour avantager la location longue durée. C'est ce que nous avions prévu initialement, mais comme vous le savez peut-être, ce texte a connu plusieurs rebondissements, plusieurs reports, plusieurs difficultés. Et donc, ça a été le point d'atterrissage dans nos négociations, notamment avec le Sénat, pour faire voter définitivement le texte. Mais nous portons avec Anaïs Lemer, dans les différents projets de loi de finances qui ont eu lieu depuis, un rééquilibrage de 30 à 50% pour la location longue durée, pour aujourd'hui donner un bonus à ceux qui font le choix de louer à l'année. Et cela aurait des conséquences neutres sur le budget de l'État, car nous nous sommes attaqués au micro-BIC, et il y a aujourd'hui la question du réel qui amène 70% des propriétaires de meublés de tourisme qui sont au régime réel à ne pas payer du tout d'impôts sur leurs revenus locatifs, ce qui pose une vraie question aujourd'hui de participation à l'effort général et à l'effort à l'impôt qui concourt au fonctionnement de notre pays. C'est qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que, et notamment les multipropriétaires au régime réel, ne payent pas du tout d'impôts sur leurs revenus, alors que monsieur et madame tout le monde vont être imposés sur les revenus de leur travail. Donc, nous continuons ce sujet de la fiscalité. Est en cours une question sur le statut, des auditions et un rapport sur le statut du bailleur privé. Et cette question de la fiscalité reviendra sur le devant de la scène, je l'espère, dans quelques semaines. Ça, c'est sur la question fiscale. On avait une question de normes aussi, avec un phénomène qui accompagnait celui de la fiscalité, qui était celui des normes de décence énergétique et de DPE, où on avait la mise en application de la loi climat et résilience qui venait interdire la location de passoires thermiques, sauf que les meublés de tourisme n'étaient pas concernés par les DPE. Donc, on était face à des propriétaires refusant de faire un certain nombre de travaux et pouvant échapper à cette interdiction en faisant la location de meublés de tourisme. Donc, il fallait venir uniformiser les règles sur la question de la décence énergétique. Et on avait aussi quelque chose d'assez atypique, c'est-à-dire qu'un logement qui était menacé ou qui était mis en péril pouvait, pour insalubrité ou pour les différents éléments qui peuvent constituer un péril, pouvait être loué en meublé de tourisme. C'était une incohérence totale de la loi, et donc on est venu toiletter et donc soumettre les meublés de tourisme aux mêmes de sécurité et à la même police de l'urbanisme qui est bien souvent à la main des élus locaux. Donc ça, c'est sur le volet réglementaire. On est venu aussi donner plus de pouvoir aux assemblées de copropriété, avec l'obligation pour les nouvelles copropriétés d'inscrire dans leur règlement l'autorisation ou non de la location touristique, et l'obligation pour les copropriétés déjà existantes d'aborder ce thème dans leur prochain AG. Et on est venu
revoir la question de la majorité du vote en AG de copro, parce qu'il suffisait d'une personne dans un immeuble qui faisait du Airbnb pour bloquer toute discussion et empêcher toute évolution de la réglementation du syndic. Et donc aujourd'hui, c'est à la majorité des 2/3 que peut se prendre l'interdiction au sein de la copropriété de la pratique des meublés de tourisme. Et enfin, le dernier point qui était pour moi le plus important, médiatiquement, on a beaucoup parlé de la question de la fiscalité et de cette niche fiscale, mais le plus important pour moi était les outils à donner aux élus locaux et des outils adaptés à chaque territoire. On n'a pas voulu faire une uniformisation en disant vous pouvez faire ça et uniquement ça. Aujourd'hui, il y a une boîte à outils qui est destinée à l'ensemble des maires et qui est adaptable en fonction qu'on se situe dans l'agglomération Pays Basque, dans les Alpes, à Paris, à Grenoble, à Bordeaux ou au fin fond de la Creuse. Donc, chaque outil va être aujourd'hui utilisé et utilisable par tous les élus, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On avait un certain nombre de territoires qui pouvaient déjà mettre en œuvre une réglementation, notamment sur le changement d'usage. C'était les communes en zone tendue, donc elles pouvaient mettre en place la compensation ou les quotas, mais l'assise juridique était extrêmement instable et donc menaçait un certain nombre de communes d'être attaquées par soit des groupements de propriétaires ou par des intérêts privés que je ne nommerai pas ici, et donc de suspendre leur réglementation. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Saint-Malo, ça a été le cas à l'agglomération Pays Basque, à peu près dans toutes les communes qui avaient le droit de le faire, elles ont été systématiquement attaquées et donc cela a suspendu ou cassé leur réglementation parce qu'il y avait des imprécisions dans les textes précédents avec des obligations notamment d'aller chercher la preuve au 1er janvier 70 que le bien en question était bien un logement. Donc on se retrouve avec des services, notamment les services de la ville de Paris, qui étaient obligés d'aller dans les archives et de trouver un document qui spécifiait mot pour mot 1er janvier 1970, et si c'était le 2 janvier, eh bien, la réglementation était mise en danger, le propriétaire pouvait contester la décision. Donc on est venu simplifier et asseoir juridiquement toutes ces mesures, à la fois la compensation, les quotas qui n'avaient pas d'existence juridique jusqu'à présent en ont désormais une, et surtout on a étendu la possibilité à toutes les collectivités de mettre en œuvre une réglementation, parce que malheureusement, c'est le principe aujourd'hui des zones tendues et des outils, c'est qu'on attend que les communes ou les territoires soient en grande difficulté pour leur délivrer un certain nombre de possibilités. Et donc, nous, on pousse on a poussé pour que toutes les communes n'attendent pas d'être au pied du mur, mais puissent être dans une action préventive de l'arrivée des meublés de tourisme sur leur territoire. Donc ça, c'est sur le volet changement d'usage et réglementation. Et un dernier point qui fait aujourd'hui l'actualité, parce que des communes commencent à s'en saisir, c'est la question de la servitude de résidence principale. Nous avons fait le choix de créer un nouvel outil qui n'existait pas, qui est donc la servitude, et qui va permettre aujourd'hui aux communes ou aux intercos de mettre dans leur PLU ou dans leur PLUI des zones constructibles uniquement pour la résidence principale. C'est-à-dire, et je prends notamment l'exemple de Bidart, qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines, qui a un projet de construction de 70 logements sur une partie de son territoire. Elle va mettre dans le PLUI de l'agglomération Pays Basque que cette zone-là est dédiée à la résidence principale. Et donc, l'ensemble des 70 logements qui sortiront de terre devront être uniquement dédiés au moment de la construction, mais aussi dans le temps avec les différentes ventes des résidences principales. Et c'est un outil novateur et qui est aujourd'hui accessible aux communes en zone tendue ou ayant 20% de résidences secondaires sur leur territoire. On a fait ce choix à l'inverse de notre philosophie précédente d'ouvrir à tous, parce que c'était justement un outil novateur et que nous voulions passer les fourches du Conseil constitutionnel et de ce que l'on peut certains considérer comme une atteinte au droit de propriété. Donc on a fixé un cadre qui justifie cette mise en place de la servitude de 20% ou de zone tendue, et j'espère que nous pourrons à terme arriver à baisser ce seuil et permettre à toutes les communes de décider que ce qui se construit sur leur territoire a vocation à accueillir des habitants
permanents et non pas simplement des vacanciers ou de la spéculation immobilière. Voilà les grands axes de ce texte qui nous a bien occupés, qui a mis presque 2 ans et demi à aboutir de sa version initiale à sa version définitive et à son adoption à la quasi-unanimité du Sénat et de l'Assemblée nationale, et qui ouvre la porte aujourd'hui à une régulation et à une adaptation dans tous les territoires en fonction de leurs besoins touristiques et économiques. Et puis, c'est un des rares textes qui a traité de la question du logement ces dernières années, et nous continuons de la façon la plus large possible, nous essayons de la plus large possible d'apporter des réponses sur cette problématique du logement. Nous appelons toujours le gouvernement à faire une grande loi logement, un grand projet de loi logement, car nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons faire que des propositions qui doivent être assez restreintes, mais nous continuons à travailler sur les différents sujets du logement. Nous avons voté il y a quelques jours le texte facilitant la transformation de bureaux en logement. Nous portons ces prochaines semaines le sujet de l'encadrement des loyers qui est expérimenté dans un certain nombre de territoires, mais qui va prendre fin en novembre 2026. Donc, j'ai été nommé il y a 10 jours rapporteur de la mission d'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Nous travaillons également à une nouvelle version de la garantie universelle des loyers pour retrouver la confiance entre propriétaires et locataires. Et nous travaillons aussi avec le logement social pour faire en sorte que les bailleurs sociaux aient de nouveau des moyens suffisants pour pouvoir venir rénover et construire du logement durable et abordable partout sur les territoires, que ce soit dans les métropoles, mais aussi dans le tissu rural qui a aujourd'hui bien besoin de logements abordables et de qualité. Voilà, en gros, en résumé, je crois que j'ai balayé un petit peu tous les points qui pouvaient l'être, et je peux préciser en fonction de vos questions ou de vos interventions. Merci beaucoup, monsieur le député. Écoutez, maintenant, je passe la parole à la salle pour 1 ou 2 questions. Oui. Question donc notamment sur la fiscalité. Donc ce sont des mesures qui sont assez coercitives vis-à-vis des propriétaires, qui sont souvent mal considérées, et donc ça peut aussi entraîner en fait des fraudes par des propriétaires pour pouvoir contourner en fait ce régime punitif de la fiscalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des mesures plutôt incitatives? On sait qu'on a des problèmes de logement en France, notamment il y a beaucoup aussi de bâtiments qui sont dégradés et donc de vacances résidentielles qui sont dues au mauvais état des bâtiments. Est-ce que justement le logement locatif saisonnier, est-ce que ça ne pourrait pas être un levier pour rénover en fait l'ensemble de ces bâtiments qui restent à l'abandon? Et donc de regarder en fait d'une autre façon en fait la location saisonnière, et de rendre cela plutôt positif que négatif en fait à travers en essayant de faire en sorte que ce soit un levier plutôt que de considérer ça comme quelque chose de négatif. Alors, c'est une très bonne question qui me permet de clarifier aussi les choses. Moi, je ne considère pas, et c'était l'esprit dès le départ du texte, que la location de courte durée ne comporte que des éléments négatifs et qu'il faut purement et simplement l'interdire. Il faut justement faire en sorte que les dérives que nous avons constatées ces dernières années puissent être contrôlés, encadrés, pour justement faire de ce secteur un secteur qui accompagne la transition des territoires et qui permet des investissements, notamment sur la rénovation. Mais je tiens quand même à souligner et à réfuter le terme de fiscalité coercitive. On est quand même aujourd'hui avec une fiscalité qui est certes moins avantageuse que 71%, mais qui reste quand même à 50% pour un meublé classé et 30% pour un meublé non classé. C'est bien en deçà du montant fiscal du travail. Et c'est là où se pose le vrai problème. C'est est-ce que la rente immobilière doit être moins imposée que le travail, et que avec 50% d'abattement, on reste quand même dans un système favorable, notamment au vu
des sommes qui sont attirées par les meublés de tourisme. Et on nous a longtemps opposé la question du petit propriétaire qui fait un complément de revenu avec sa propre maison. Le système Airbnb a complètement changé. Effectivement, initialement, c'était sa propre maison qu'on louait pendant qu'on était en vacances, ou sa chambre, la chambre de ses enfants une fois qu'ils étaient partis. Puis, ça a été sa propre résidence secondaire qu'on louait quand on n'y était pas soi-même. Tout cela ne nous pose pas de problème. Ce qui pose problème aujourd'hui, ça a été une vague d'investisseurs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux qui ont été des influenceurs immobiliers avec des immeubles entiers qui ont été transformés de logements permanents en logements de courte durée. Donc, toute la problématique est aujourd'hui sur ça, c'est que dès qu'il y a une idée intéressante, elle est utilisée de façon abusive. Et c'est peut-être toute la nécessité de revoir la fiscalité. Et comme je l'ai dit, nous, on plaide pour une fiscalité avantageuse, plus avantageuse pour la longue durée. Après, on ne peut pas se cacher non plus de l'enjeu de la vacance sur les territoires et la nécessité de rénover. Et donc, on travaille aussi de façon transpartisane sur cet enjeu de lutte contre la vacance pour donner des outils aussi aux maires pour pouvoir agir sur des biens qui sont fermés depuis des années, mais aussi pour encourager les propriétaires à rénover leur bâti. Alors, on a eu la mauvaise nouvelle ces derniers jours de la suspension de MaPrimeRénov', mais voilà, il y a cette nécessité aujourd'hui de penser la question du logement effectivement, comme vous l'avez dit, de façon globale. Malheureusement, en tant que parlementaire, on ne peut pas avoir la main sur cette vision globale et surtout, on n'est pas en capacité, nous, de créer une charge pour l'État, ce qui est sous l'article 40 et donc ne nous permet pas aujourd'hui de créer un avantage fiscal si le gouvernement y est opposé. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, écoutez, dans ce cas, merci de votre intervention et des éléments que vous avez apportés. Merci à vous et puis bonne fin d'après-midi. Et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez plus de questions. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Et Sylvain, maintenant, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'hérite du sujet d'actualité avec MaPrimeRénov', donc c'est plutôt sympa. Notre ministre chargé du logement et plus largement le gouvernement pour donner un peu de matière pour vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu du marché locatif à l'épreuve de la rénovation énergétique. Je vous souscris assez bien, je voulais le dire aussi, qui a été dit précédemment, les propriétaires bailleurs, je fais définir ce ne sont pas des rentiers, ce ne sont pas, et pour une écrasante majorité d'entre eux, des multipropriétaires. On a Île-de-France-Aquitaine, on est situé au Bouscat pour essayer de vous rappeler, vous indiquer qui nous sommes. On intervient en 4 métiers, le syndic, la gestion, la location et la transaction. Mais surtout, syndic connu comme un syndic de copropriété. Je vous en parle aussi parce que c'est directement lié au marché locatif, évidemment, notamment sur les rénovations énergétiques en copropriété qui occupent une part assez importante de ces projets-là. Et on intervient aussi, bien sûr, sur le marché de la gestion locative. Et on n'a pas, comme on peut le penser parfois, des propriétaires qui sont richissimes, qui ont 15, 20 ou 30 biens gérés sous gestion. On a souvent des monopropriétaires qui ont 1, 2 logements, qui se sont constitués un patrimoine à un moment donné, qui ont logé les enfants, qui ont conservé le bien pour le mettre en location, qui se sont constitués un capital pour la retraite. Mais on n'est pas effectivement sur des gens qui sont extrêmement riches et il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, la problématique de la rénovation énergétique, elle impacte les propriétaires, elle impacte les locataires, elle impacte le marché, elle impacte nos métiers. Clairement, il faut être tout à fait cohérent sur le sujet. Je vais vous donner 2 chiffres pour commencer, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Le bâtiment est l'un des secteurs les plus énergivores en France. C'est 45% de la consommation d'énergie et c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est vraiment sur un secteur d'activité qui est énergivore. C'est quelque chose de central qui est connu et sur lequel, effectivement, on doit pouvoir agir et œuvrer.
ça concerne l'écologie, ça concerne l'économie, ça concerne le logement. Donc, on est aussi sur des aspects fondamentaux. C'est le toit. On a tous envie d'avoir un logement propre, en bon état, bien chauffé, confortable, qui ne nous coûte pas trop cher pour se chauffer tous les hivers. Et donc, voilà, on est quand même sur des aspects qui sont assez sensibles, malgré tout, de la vie du quotidien. Donc, premièrement, on va parler brièvement, malgré tout, mais des enjeux environnementaux et sociétaux, c'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. La première des choses, c'est la lutte contre le changement climatique. On va en reparler aussi sous son aspect réglementaire dans quelques secondes. Améliorer le confort des occupants, bien entendu, c'est important, et j'en disais quelques mots également juste avant, et lutter contre la précarité énergétique, parce qu'on voit aussi encore trop souvent des ménages qui consacrent une part significative de leur budget pour se chauffer, voire même qui renoncent à se chauffer. On l'a constaté, on a eu une crise de l'énergie dont vous avez entendu parler en 2022-2023, où les prix de l'énergie ont littéralement flambé, et on a pu constater, on a des clients, des copropriétaires, des locataires, des syndicats de copropriétaires qui ont renoncé parfois à se chauffer. La période de chauffe, pour essayer de vous l'illustrer dans une copropriété, c'est à peu près 15 octobre, 15 mai. On a pris des décisions à un moment donné, face à la crise aussi de l'énergie, d'allumer le chauffage un peu plus tard, plutôt début novembre, voire mi-novembre, et de le couper un petit peu plus tôt. Ce sont des choses qui existent, ça a été des réalités, effectivement, en 2022-2023, où on a eu des factures d'énergie qui ont fait x2, x3, et qui ont très sensiblement impacté les budgets des copropriétés, voire même des ménages individuels. J'avance. Sur l'aspect réglementaire, deux observations, deux éléments à porter à votre connaissance. Donc, vous le savez très bien, la loi climat et résilience, G, F, E, effectivement, la sortie du marché d'un certain nombre de logements qui sont aujourd'hui considérés comme des passoires énergétiques et qui ne peuvent plus, en l'état, être loués. Je voudrais rappeler aussi que depuis le 1er juillet 2021, les DPE sont opposables juridiquement. Donc, ils engagent la responsabilité du propriétaire, la responsabilité de l'agent immobilier et la responsabilité du diagnostic. Ça aussi sont des éléments qui sont importants. Et on constate, et c'est une réalité aujourd'hui, que les biens que l'on met sur le marché de la location, voire même également ceux qu'on commercialise à la vente, nos acquéreurs, nos locataires, nos candidats locataires sont assez sensibles et sont assez à l'écoute quand même, et ils observent quand même l'étiquette énergétique du bien. Alors, on a une tension locative, on la connaît, je vais revenir dessus juste après. Pour autant, il est rentré quand même un petit peu dans les mœurs que on s'intéresse de près, malgré tout, à l'étiquette énergétique du logement. Ce n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, objectivement, mais on en parle de plus en plus, malgré tout. Alors, sur le marché locatif, les impacts. Alors, vous allez voir, il y a différents impacts. On va commencer par ceux pour le propriétaire. D'abord, sur les contraintes financières. Rénover un logement, ça a un coût. C'est très clair. Parfois, les coûts sont conséquents dans le logement. Dans la copropriété, je vais en parler juste après. Mais la contrainte financière, elle est lourde pour des propriétaires qui, souvent, encore une fois, ne sont pas fortunés et équilibrent tout juste à la fin du mois et à la fin de l'année leurs charges par rapport aux revenus de la location. On a malgré tout des dispositifs, bon, on en parlait tout à l'heure, d'aide, MaPrimeRénov' et l'éco-PTZ. Alors, MaPrimeRénov', on en a entendu parler la semaine dernière, est suspendu à partir du 1er juillet. On espère que MaPrimeRénov' sera réactivé dans le courant du mois de septembre. Bon, c'est ce qu'on annonce. Les copropriétés ne sont pas concernées, mais il y a malgré tout une difficulté d'accès à ces aides. Une difficulté parce qu'on ne communique pas assez, on n'a pas fait assez de pédagogie. C'est un sentiment qui est le mien, mais il y a quand même une difficulté pour les propriétaires d'accéder à MaPrimeRénov'. Une difficulté pour aller chercher un éco-prêt à taux zéro. Ce sont des démarches qui sont administrativement assez lourdes, malgré tout. Tous les propriétaires ne savent pas comment ça fonctionne. Ils n'ont pas forcément le réflexe, ils n'ont pas forcément les compétences pour ça. Et on a une lourdeur administrative aujourd'hui qui est réelle. Je vais en parler notamment en copropriété, parce que, effectivement, on peut voir ces difficultés sur le marché locatif sous le spectre du logement, de la maison individuelle. Il faut le voir aussi, presque surtout, sous le spectre de la copropriété. Bon nombre de logements aujourd'hui sur le marché de location sont des logements en copropriété. Il y a évidemment des logements individuels, mais on a une part significative de logements qui sont dans une copropriété, et donc les décisions sont prises par ce qu'on appelle un syndicat. Vous le savez très bien, vous l'avez forcément vu en cours. Aujourd'hui, c'est assez compliqué malgré tout de faire aboutir les projets de rénovation énergétique en copropriété. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui sont extrêmement lourds, ils sont longs. Pour être tout à fait concret, on a essayé un petit peu chez Mot de France de prendre un petit peu cette voie-là, et on essaie de faire partie un petit peu des références en matière de rénovation énergétique en copropriété, parce que c'est un sujet auquel on croit. C'est intellectuellement intéressant et on pense réellement apporter une plus-value à nos clients. Pour piloter une rénovation énergétique, on passe d'abord par un DTG avec évaluation énergétique, un DPE collectif, un PPPT. Tout ceci prend du temps. Ensuite, on fait voter des scénarios qui sont préconisés par la copropriété de manière à ce que l'assistant à maîtrise d'ouvrage
consulte un maître d'œuvre, qu'on lance une consultation auprès d'entreprise, qu'on obtienne des devis, qu'on les analyse, qu'on les présente au propriétaire et ensuite, peut-être un jour, qu'on puisse le voter en assemblée générale. C'est un processus qui prend 1 an et demi à 2 ans. C'est quand même très long au départ. De l'arrêt que pour enclencher le processus de l'assistant à maîtrise d'ouvrage du maître d'œuvre et des décisions qui se prennent en copropriété, on est sur 1 an et demi à 2 ans. La difficulté qui se pose aujourd'hui, elle est que dans une copropriété, vous allez avoir des propriétaires occupants, des personnes qui sont primo-accédantes, il y en a forcément, des personnes plutôt âgées qui ne voient pas forcément dans la rénovation énergétique un intérêt fondamental pour elles parce qu'il leur reste peut-être 10 ans, 15 ans à vivre dans ce logement et elles préfèrent parfois en laisser l'héritage à leurs enfants, ce qui s'entend très très bien. On a aussi des propriétaires bailleurs qui, eux, ont besoin, parfois avec une hypothèque énergétique dégradée, d'engager ces travaux-là qui relèvent de la copropriété. Et donc, les intérêts sont parfois divergents entre le propriétaire occupant, le bailleur, le primo-accédant, le retraité, etc., etc. Donc, effectivement, en copropriété, ça reste assez complexe parce que, 1, ça prend du temps. 2, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes à l'échelle d'un syndicat de copropriétaires. 3, constituer un dossier des comptes à taux zéro en copropriété, c'est extrêmement lourd et je pense qu'il faut qu'on aille vers une simplification administrative. On a formé 2 collaboratrices dans l'agence qui ne font que ça, ou en tout cas, elles pilotent ces projets-là lorsque on fait voter des rénovations énergétiques. On a été le premier syndic à faire aboutir un dossier MaPrimeRénov' de l'ANA et MaRénov' de Bordeaux Métropole. Donc, on sait un petit peu de quoi on parle et franchement, c'est extrêmement lourd. Aujourd'hui, Bordeaux Métropole a la délégation de l'ANA. Bordeaux Métropole, il y a 1 an et demi, pour vous illustrer un petit peu ce que je vous dis, nous a écrit pour nous dire, écoutez, on est submergé de dossiers, on n'a plus un collaborateur pour s'en occuper. Donc, on recrute 6 personnes, on les forme, mais pendant 2 mois, tous les dossiers sont suspendus. Ça, ce sont les réalités du terrain. Moi, j'entends tout ce qu'on peut dire, mais ce sont les réalités du terrain. Aujourd'hui, la rénovation énergétique, elle est évidemment intéressante, économiquement intéressante, bien sûr sur ces aspects écologiques, confort de l'occupant, tout ça. Tout ceci est très vertueux. En revanche, il faut prendre conscience que ce sont des projets qui sont lourds, ce sont des projets qui sont longs. On a parfois des intérêts divergents. Et il faut que nous, on arrive aussi à embarquer tout le monde dans un projet global. Et c'est pas si facile que ça. Donc ça, il faut quand même aussi avoir conscience de cet aspect-là. C'est que parfois, c'est pas un manque de volonté de la part d'une copropriété ou d'un propriétaire. Ça peut être une difficulté économique, comme ça peut être effectivement une décision qui a du mal à se prendre à l'échelle de la copropriété. Ce sont des choses quand même qu'il faut bien avoir en tête. Et les conséquences aussi de tout ça, c'est qu'on arrive régulièrement à décourager les agriculteurs et donc avec un risque de retrait du marché de certains logements qui sont des passoires thermiques qu'on ne peut plus aujourd'hui commercialiser et sont des logements qui sortent du marché. On l'a constaté l'an dernier, on a commencé à le constater l'an dernier, on le constate aussi cette année, les logements qui sont en DPEG, on ne peut plus mettre sur le marché de la location, pour lesquels les travaux de rénovation sont parfois trop chers et donc les propriétaires ne peuvent pas suivre. Ces gens-là vendent, hein, très clairement. On vend forcément moins cher. Donc, nous, on arrive effectivement à faire ces ventes parce qu'on leur propose de s'en occuper nous-mêmes, mais c'est forcément des biens qui sortent de notre portefeuille de gestion. Souvent des biens aussi qui sortent du marché locatif, qui sont plutôt achetés par des primo-accédants qui, eux, feront les travaux et qui ensuite auront l'opportunité de vivre dans le logement. Mais on crée malgré tout une tension locative par rapport à ça. Les répercussions sur les locataires, alors elles sont quand même assez ambivalentes, il faut en avoir conscience. Quand ça fonctionne, on a un effet vertueux, on améliore le confort des occupants, on baisse évidemment leur charge énergétique. Néanmoins, on a une tension évidemment sur l'offre locative, forcément parce que je le disais tout à l'heure, on a des logements qui sortent effectivement du marché. Donc on a forcément des situations qui sont plutôt favorables avec des logements rénovés dont la facture énergétique est en baisse. Mais on a aussi des logements qui sortent du marché, donc on crée effectivement de la pénurie. Bien entendu, il faut qu'on en soit conscient. On a aussi un risque de hausse des loyers. Un propriétaire qui investit 5 000, 10 000, 15 000 euros pour rénover son logement, à un moment donné, il va forcément avoir envie aussi de s'y retrouver, d'augmenter le loyer. Et là, les ménages les plus modestes, forcément, peuvent en faire les frais parce qu'ils n'auront plus accès à ces logements. Là-dessus, ça semble mathématique et c'est automatique. Les conséquences sur le marché, elles sont doubles là aussi. D'un côté, on valorise les logements qui sont bien classés, clairement, c'est évident. Et je vous le disais tout à l'heure, aussi bien sur le marché de la location que sur le marché de la transaction, les locataires et les acquéreurs sont attentifs aujourd'hui à l'étiquette énergétique du bien qu'ils s'apprêtent à louer ou à acheter. Mais on a malgré tout un risque d'avoir un certain nombre d'actifs bloqués, de logements qui sont G, voire parfois qui sont F,
qui sont mal classés, qui ne donnent pas envie. Et ces logements-là, ben, soit ils partent sur le marché de la transaction, à la limite, c'est peut-être un moindre mal, soit ils restent bloqués avec des propriétaires qui disent, écoutez, pour l'instant, vous suspendez la mise en location, j'attends, je vais voir, je ne sais pas où ça en est, il faut que je voie avec la propriété, parce que là aussi, je vous disais tout à l'heure, la propriété rentre en ligne de compte. Et donc, on a des biens qui sont aujourd'hui bloqués. Moi, j'ai une liste, effectivement, de biens que l'on a en gestion et qui ne sont pas sur le marché parce qu'ils sont en G. Les propriétaires ne font pas forcément les bons, n'ont pas forcément les moyens de les rénover. Et effectivement, on a un certain nombre d'actifs bloqués par voie de conséquence. Alors, les perspectives et les défis à venir. Alors, généraliser des rénovations performantes. Ça, je pense que c'est évident. Aujourd'hui, si on veut arriver à atteindre les objectifs qui sont les nôtres, à sortir les passoires thermiques et donc à améliorer l'étiquette énergétique, il faut des rénovations qui sont performantes et qui sont globales. C'est là que la copropriété rentre quand même en ligne de compte, qu'elle a un vrai rôle à jouer. Une rénovation énergétique en copropriété, pour essayer de vous l'illustrer, c'est l'isolation thermique par l'extérieur des murs, c'est la réflexion de l'isolation étanchéité des toitures terrasses, c'est la rénovation du système de ventilation et c'est l'isolation des planchers. Globalement, on fait ces 4 actions, on améliore très significativement l'étiquette énergétique, mais avec aussi les contraintes et parfois les obstacles que j'ai cités tout à l'heure. Mais il faut quand même tendre plutôt vers des rénovations globales, particulièrement de propriété, que sur des gestes un petit peu isolés qui n'ont pas forcément l'efficacité voulue. Je pense aussi qu'il faut mieux accompagner les propriétaires et simplifier la démarche. Je l'indiquais tout à l'heure, ce sont des démarches qui sont lourdes, qui manquent peut-être parfois de pédagogie, des délais d'instruction qui sont très longs, des prises de décision qui le sont aussi, et notamment sur l'aspect purement administratif de l'éco-prêt à taux zéro, du prêt avance de subvention, parfois du prêt complémentaire quand il y a besoin d'emprunter en complément. C'est trop lourd et c'est trop long, très clairement. Les copropriétaires ont parfois du mal, je parle de copropriétaires beaucoup parce qu'on est souvent sur des immeubles en copropriété, ils ont parfois du mal à s'engager sur 2 ou 3 ans. Ça, c'est une réalité. Et quand on voit la complexité administrative pour eux comme pour nous, quand on est syndic ou gestionnaire locatif, ça peut être quand même assez décourageant. Objectivement, il y a une vraie nécessité d'alourdir, de simplifier, et d'arrêter d'alourdir le process pour accéder à MaPrimeRénov', à MaRénov' de Bordeaux Métropole et à l'éco-prêt à taux zéro, qui sont encore une fois des outils qui sont bien conçus, dont l'objectif est tout à fait louable, mais dont la mise en œuvre est clairement beaucoup trop complexe. Je peux vous citer aussi l'exemple de certains de mes confrères, parce qu'on discute beaucoup à l'UNIS, à la FNAIM, etc., qui me disent qu'ils renoncent à proposer la rénovation énergétique parce que c'est trop lourd, parce que ça prend trop de temps, parce que c'est des réunions qu'il faut faire à échéance très régulière pour embarquer les copropriétaires, parce que la prise de décision elle est complexe, parce que le montage du dossier, une fois que les travaux sont votés, est horriblement lourd. Un éco-prêt à taux zéro, c'est 9 mois d'instruction aujourd'hui. C'est-à-dire que les caisses régionales, c'est la Caisse d'épargne de France qui, pour dans la plupart des cas, la finance, elle a 9 mois aujourd'hui de délai d'instruction. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas dire au moment du vote quand l'instruction du dossier sera terminée. On ne connaît pas non plus au moment du vote des travaux en Assemblée générale quel sera le montant final des aides qu'accordera l'ANA et qu'accordera, en l'occurrence, Bordeaux Métropole sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Et ça, malgré tout, ce sont des fins pour les copropriétés. Qu'on le veuille ou non, ce sont des fins. Il faut arriver à simplifier au maximum la démarche. C'est de l'argent public, bien sûr. On ne fait pas n'importe où avec l'argent public, mais je pense qu'on a matière quand même à améliorer un tout petit peu le process. Et aujourd'hui, il faut trouver un équilibre, évidemment, dans tout cela, entre ces projets qui sont coûteux, mais qui sont vertueux, les propriétaires qui ont parfois des difficultés, évidemment, à y accéder pour des raisons purement économiques, les copropriétés qui ont besoin de plus de visibilité, de plus de simplification dans les démarches. Et c'est seulement quand on aura réussi à trouver cette combinaison que je crois, on pourra dire qu'on a réussi à atteindre l'objectif. Aujourd'hui, on n'y est pas réellement. Et qu'on le veuille ou non, les annonces de la semaine dernière, elles ont plutôt tendance à freiner malgré tout les envies d'investir. Je vous raconte une anecdote. On a été élu syndic, et tant mieux pour nous hier soir, d'une propriété de presque 250 logements au 12K, qui devrait voter l'an prochain un projet à plus de 8 millions d'euros en rénovation énergétique. Je peux vous dire, pour travailler ce dossier depuis quelques mois, que il y a encore quelques semaines, quelques mois, les copropriétaires étaient extrêmement motivés, déterminés, voulaient y aller. Hier soir, en Assemblée générale, j'ai ressenti des réticences parce qu'on a suspendu la semaine dernière MaPrimeRénov'. Alors, pendant 24 heures, finalement, les copropriétés ne sont pas concernées. Mais est-ce qu'on ne prépare pas aussi à nous dire que les budgets de l'État les budgets de MaPrimeRénov' seront rabotés encore un petit peu plus l'an prochain? Voilà, je pense qu'il faut un petit peu plus de visibilité de la part du gouvernement là-dessus pour qu'on puisse nous embarquer nos clients sur ces projets-là. Voilà. Je vais répondre à des questions, évidemment, avec plaisir. Des questions? Des questions? Oui.
Vous avez évoqué que vous aviez des biens qui étaient classés en G. Ouais. Il n'y avait pas forcément de budget pour, enfin, soit vous ne pouvez pas en vendre, soit vous n'avez pas le budget pour. C'est quoi le projet finalement? Est-ce que c'est l'attente qui est plus avantageuse ou comment le projet? C'est très brillant. Alors certains nous disent, moi je mise plutôt sur un changement de réglementation. Et donc, j'espère que on sait qu'on a une tension locative assez forte. À Bordeaux, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'arriver à ce projet. Hein. Aujourd'hui, le marché de la location est très, très compliqué. Alors, on nous explique qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent l'expliquer. On accède à la propriété parce que les taux d'intérêt ont flambé, les coûts de construction ont largement augmenté. Effectivement, le métier de la promotion immobilière est en difficulté aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, le cycle traditionnel, on loue un appartement d'abord, on commence à évoluer dans la vie, les revenus augmentent un petit peu, on n'est plus seul, mais parfois on est deux, et donc du coup, on accède à la propriété. Ce schéma-là, aujourd'hui, il est un petit peu perturbé, c'est une réalité. Et donc, les locataires n'ont plus forcément la possibilité de devenir propriétaires, et on a aujourd'hui une communauté de location qui est sans précédent à Bordeaux. Enfin, on a eu l'année dernière, je ne réponds à votre question tout de suite, mais l'année dernière, on a eu des étudiants comme vous, hein, qui ont renoncé à leurs études parce qu'ils n'avaient pas trouvé de quoi se loger à Bordeaux. Moi, j'ai vu des jeunes sortir de l'agence en pleurs à 15 jours de la rentrée scolaire en disant à leurs parents, bah, écoutez, je vais faire une année blanche, je vais trouver un petit job, mais tant pis, on retournera l'année prochaine. C'est quand même assez grave d'en arriver à des extrémités pareilles. Et donc, on a souvent la réflexion de propriétaires qui nous disent, écoutez, ça n'arrête pas de changer. Et je retranscris les propos. Moi, je pense que d'ici quelques mois, vu la pénurie et la tension du marché, les logements classés en G, on pourra de nouveau les louer, on les remettra sur le marché. On a ce discours-là. On a aussi le discours de dire, écoutez, je vais essayer de capitaliser un petit peu, je sais combien il faudra investir pour rénover le bien, je vais essayer de capitaliser un petit peu, je vais essayer d'aller voir ma banque, voir si je peux emprunter un peu d'argent, on va essayer de se faire accompagner sur ma prime rénov, et à ce moment-là, on met le dossier en suspens pendant quelques mois et on s'en repart dans quelques temps pour voir si effectivement on fait des travaux. Et ce sont des biens aujourd'hui, certains qui sont sortis de nos fichiers depuis 6 ou 7 mois, vraiment, et qui ne rapportent plus rien aux propriétaires. Donc il y a un petit peu les deux approches. La volonté de faire des travaux, mais on n'a pas forcément les moyens et on va essayer de les trouver pour quand même en faire quelque chose. Plutôt miser sur l'évolution législative et réglementaire en disant on arrivera forcément à les renouveler à un moment donné. On a eu le cas aussi, il n'y a pas longtemps, notre propriétaire nous a dit écoutez, je réside mandat, je vais louer moi directement mon logement en G, c'est pas grave, je vais le louer moi-même. Ça m'est arrivé, effectivement. Moi, je ne peux pas le faire, ça existe, hein, voilà. Et qui m'a dit écoutez, tant pis, on réside mandat de gestion, je comprends très bien que vous ne puissiez pas le mettre sur le marché. Moi, je vais trouver un locataire, je suis absolument certain qu'il va en trouver un. Voilà, on a ça aussi. Une autre question? Oui. C'était juste pour compléter la question qui m'interpelle également sur ces biens qui seraient potentiellement bloqués. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère dérogatoire sous-estimé dans la loi, notamment parce que le propriétaire a fait une travaux de rénovation qui sont devenus possibles, sont bien restés assez frisés. Il reste à améliorer l'isolation par l'extérieur, dans la façade, la structure. C'est à votre propriété que le propriétaire ne vote pas, il peut continuer à louer bien. Oui, on est en train d'y arriver à ça. Et donc, est-ce qu'on est capable d'estimer la part de bluff, de peur que génère la résilience par rapport à une réalité qui serait potentiellement plus tournable par cet effet-là? Puis de l'évolution qui était la même, combien de biens être quand même loués sur le marché 50 ans hier? Je ne sais pas, vous le il y en a. Au même titre que bon nombre de propriétaires ne respectent pas nécessairement le droit de loyer à Bordeaux, hein. C'est une réalité aussi, on ne va pas se le cacher. Il suffit d'aller sur le bon chemin pour s'en apercevoir. Mais ça, c'est un autre débat. En revanche, ce que vous dites est intéressant. Aujourd'hui, et c'est très très vrai, la seule action du propriétaire n'est pas toujours suffisante pour sortir de l'étiquette F ou G. C'est évident. La copropriétaire a un rôle central à jouer. Parce qu'on ne va pas isoler les murs en copropriété quand on est seul, on ne va pas reprendre la toiture seul, etc., etc. Et effectivement, on commence à venir sur un certain nombre de sujets où le propriétaire a fait ce qu'il a pu, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait pour autant malheureusement ce n'est pas suffisant pour sortir de ce caractère de matoire énergétique. Et à ce moment-là, la copropriété renoncera à son projet, elle le fera si elle le fait tout va très bien. Si elle y renonce, le propriétaire pourra dans ce cas-là effectivement continuer à louer. On n'a pas énormément de recul parce qu'encore une fois, les gros projets de rénovation énergétique, on commence tout juste à les voter. Ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est pas si vieux que ça, malgré tout. Hein. La rénovation énergétique, c'est France Rénov après la crise du Covid 2020, où on a vraiment commencé à initier les premiers dossiers. Nous, c'est le premier était à Fodéran fin juin 2021, on l'a voté. Donc,
Ça a quand même été assez rapide. Mais on commence à avoir ces sujets-là où les copropriétés renoncent pour diverses raisons à s'embarquer dans la rénovation énergétique, ce qui permettra quand même à ceux qui sont en FG et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans leur logement de continuer à louer. C'est une très bonne remarque. Après, je ne sais pas vous dire aujourd'hui le nombre de propriétaires qui, sans intermédiaire, commercialisent du FUG. Ça, je ne sais pas vous le dire. Je peux dire certains qu'il y en a. C'est clair. Il y a une quête de demande, c'est de l'offre et de la demande. Hein, ça, vous savez. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le dernier intervenant, nous avons fait défaut. Vous ne saurez rien sur, sauf si vous allez voir les slides que l'on mettra ensuite en ligne sur ce qu'il propose en matière d'automatisation des dossiers. Et donc, je voulais simplement terminer juste simplement avec une remarque, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Stéphane. Je voulais attirer une formule qu'a employée Iñaki Chaniz, qui est à mon avis extrêmement intéressante. Il faut penser le logement globalement et non pas par petits morceaux et par segments. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, une des difficultés que vous voyez actuellement sur le marché du logement et sur le marché locatif en particulier, c'est simplement parce qu'on a un peu trop tendance à le penser en silo, en disant j'ai un problème, je vais apporter une solution, au lieu de se dire j'ai un marché global et comment je peux le faire fonctionner. Donc, comme l'a rappelé Pierre, par ailleurs, c'est aussi quelque chose, on n'arrête pas de faire du stop and go. Donc, ce qui est quand même généralement le meilleur moyen sur un marché qui est un marché de long terme pour créer plus de désordre et d'inefficacité. Si j'ai un mot à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi, Jean-Michel. Je pense qu'on a une vision trop court-termiste des politiques, notamment des politiques du logement. Donc, il faudrait voir à beaucoup plus long terme, et vous avez pu voir aussi l'interaction entre les différents métiers. Donc, évidemment, vous allez vous destiner, vous, à un certain type de métier et une activité, mais vous voyez bien la corrélation et surtout l'interaction qu'il peut y avoir avec la promotion immobilière, avec la gestion, les transactions. Donc, penser global et non pas silo, et comprendre ce que fait l'autre, c'est toujours intéressant, c'est une ouverture d'esprit. Merci de votre attention. Vous avez été